Bonjour tout le monde, Roxane Bédard, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Je suis en compagnie aujourd'hui de Maxime Drolette et Gabrielle Lajeunesse pour venir discuter environnement, un sujet qui est un peu sensible, qui fait peur à certaines personnes qu'on veut démystifier aujourd'hui avec vous. Donc les gars, je vous laisse vous introduire. Pour nous dire qu'est-ce que vous faites exactement, puis comment que vous pouvez être utile aux investisseurs, dans le fond. Parfait, merci beaucoup. Moi, dans le fond, mon nom c'est Maxime Drolette. Ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine de l'ingénierie. Moi, je suis technicien en environnement, donc tout ce qui est terrain contaminé. Hydrologie, géologie, ça c'est tout ce qui est comportement des eaux souterraines puis les roches. Puis aussi génie civil. Puis aussi, au niveau RBQ, j'ai mes licences. Puis je donne des cours RBQ depuis 6 ans. Puis aussi, je me suis formé dans les dernières années beaucoup dans l'ingénierie de l'immobilier, la mathématique pour comprendre la logique en arrière de ça, pour faire vraiment des bons investissements ciblés. Puis avec mon background en environnement, j'apporte une nouvelle vision aux investisseurs immobiliers, que je travaille mes dossiers, mais aussi que je peux travailler les dossiers des autres. Moi, je m'appelle Gabrielle Lajeunesse. Je m'intéresse à l'investissement immobilier depuis 2019 environ. Puis j'ai rencontré Maxime dans une soirée de réseautage. Puis après ça, il m'a invité chez lui, il m'a présenté tout ce qu'il vient de nous expliquer. Puis j'ai un petit côté visionnaire quand même assez prononcé dans ma personnalité. Fait que ça fitait bien avec. Puis on a un fit super parfait. Il m'a tout montré, là, tout ce qui est au niveau de l'environnement, terrain contaminé, hydrogéologie et compagnie. Puis c'est ça. Et là, on parle de terrain contaminé. J'aimerais ça vous entendre à savoir c'est quoi un terrain contaminé, puis c'est quoi l'impact que ça a finalement? Un terrain contaminé, c'est quoi? C'est qu'un terrain contaminé, là, exemple, tu as des teneurs de fonds naturels. Comme tu vas à Fermont, tu as du fer, tu as du minerai. Mais un terrain contaminé, c'est au niveau une contamination anthropique, c'est-à-dire une contamination humaine. C'est qu'il y a eu une activité humaine, que ce soit un déversement d'hydrocarbures, un ancien réservoir de chauffage qui a coulé, une ancienne usine qui produisait des métaux justement qui ont fait. Ça, c'est un terrain contaminé. Donc, c'est ça la constatation. Fait que tout ce qui est logistique d'être humain, exemple, tout ce qui est bord de cours d'eau, dans le fond, l'air industriel, c'est tout situé là autour de ça. Parce qu'avant, ils transportaient tout par bateau parce qu'on n'avait pas d'avion, on avait des trains un petit peu, des trains à vapeur, mais les voies navigables, c'est des bateaux. Donc, tout ce qui est Grand Lac, Fleuve Saint-Laurent, tout ce qui est connexe à ça a été beaucoup contaminé. Puis, c'est quoi les défis les plus courants qui sont rencontrés par les investisseurs? C'est quoi qui fait peur aux gens? Parce qu'on sait qu'on entend terrain contaminé, puis les gens sauvent à la course, là, généralement. Qu'est-ce qui explique ça? Puis, c'est quoi le danger pour un investisseur? Le plus gros défi pour les investisseurs, c'est un manque de connaissances. Un très gros manque de connaissances. Puis, je vais laisser Maxime continuer. Là, j'avais juste... Dans le fond, en ayant un gros manque de connaissances, dans le fond, moi, je fais déjà mes propres dossiers en environnement, je fais déjà mes propres due diligence, tous ces éléments-là. Puis, dans le fond, exemple, comment ça se passe, c'est que tu as l'investisseur immobilier qui veut acheter un terrain contaminé, qui a une très, très bonne valeur économique, étant donné qu'il est propre. Puis, tu as la firme d'ingénierie qui fait les phases 1, 2, 3, on va voir tantôt c'est quoi un peu. Mais là, il se fait remettre le rapport. Puis, à la remise du rapport, souvent la panique commence, l'angoisse, la peur, c'est quoi qui se passe avec ça, où est-ce que je m'en vais. Puis, la firme d'ingénierie, elle fait sa job, elle remet le rapport, elle met les faits sur la table, tout ça. Puis, la personne étant laissée à elle-même, moi, je fais mes propres dossiers, mais je fais de la consultation aussi pour certains clients. Puis, je les aide à se guider là-dedans, d'enlever le facteur stress, le facteur angoisse, puis dire on va de l'avant ou, tu sais, Parce que de manière générale, ce qui fait peur, c'est qu'on voit tout de suite le signe de pièce. Là. On dit toujours exact. Tout de suite, ça va coûter cher. Ça va coûter cher comment? On s'en remet un petit peu à ce que la firme nous dit. En manquant de connaissances, encore une fois, puis en sachant pas si, des fois, la peur de faire confiance aussi. Là. Exact. Puis ce domaine-là, c'est un jargon qui est complexe. Il faut que tu comprennes tes sols,
faut que tu comprennes tes contaminants, faut que tu comprennes La masse volumique. ton sens d'écoulement d'eau, tes masses volumiques C'est de la chimie en fait. Là. Tu sais, exemple, là, quand on pogne un hydrocarbure, c'est 10 et 50, ben, c'est une chaîne de carbone de 10 liens de carbone. Puis au niveau chimique, on vient couper les liens de carbone pour n'en faire qu'une molécule de carbone. Mais juste le fait de comprendre sa chimie, ses masses volumiques, ces types de sol, on vient gérer des risques dans le fond. C'est une gestion de risque, comme une gestion de portefeuille, c'est une gestion de risque. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça. Puis c'est de quelle manière qu'on vient évaluer ça, le terrain en fait? Dans le fond, ça passe par les phases environnementales. Okay? C'est que nous, quand on veut, en tant qu'investisseur immobilier, quand on veut faire une transaction immobilière, okay, que ce soit commercial ou plusieurs des plex, okay, il faut faire des phases. La phase 1, c'est faire un historique de qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de ces terrains-là. Puis, s'il y a un risque ou pas de contamination. S'il y a un potentiel risque, on passe automatiquement en phase 2. Okay? Aussitôt qu'on fait la phase 2, il faut faire toujours 3 sondages. Pourquoi 3 sondages? Parce qu'il faut avoir le sens d'écoulement d'eau. Okay? Exemple, toi, mettons, ton réservoir d'hydrocarbures est ici. Okay? Puis ton sens d'écoulement d'eau s'en va par là. Ben, la contamination, elle risque plus de se situer de ce côté-là de ton terrain. Donc, c'est pour ça que l'importance d'avoir le sens d'écoulement d'eau. Puis ensuite, à la phase 3, où là, on vient vraiment caractériser tout le terrain au complet. On vient vraiment cibler les zones de contamination, le C, B, toutes les zones. Puis après ça, on va estimer les volumes de sol contaminés pour chaque critère. Fait que tout ce qui est clean A, ben, on n'aura pas besoin de le sortir et de le traiter, mais tout ce qui est C, BC, whatever, tout dépendant si on a le critère résidentiel ou commercial, c'est là que la différence se fait. Fait qu'on vient gérer les coûts comme ça. Puis une fois qu'on sait que c'est contaminé, à partir du moment où on s'est fait dire que c'est contaminé, on a vu sur un répertoire que ça l'était, est-ce qu'on peut passer directement à la phase de décontamination ou on doit faire les phases environnementales quand même? Non, parce qu'il faut faire aussitôt qu'il est scoré, phase 1 il est automatiquement scoré. Phase 2, phase 3. Pourquoi? Parce que, exemple, mettons, s'il était scoré il y a 5 ans, là, mettons, sur tout ce qui est hydrocarbures, là, la contamination est mobile, OK? Fait que c'est un liquide. Fait que, exemple, si il y a 5 ans, ton passif environnemental de ton terrain, c'était peut-être une surface comme ça, mais 5 ans plus tard, peut-être que c'est rendu ça, le passif environnemental. Donc, la contamination s'est étendue. Donc, c'est plus le même volume de contamination peut-être qu'il y a 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps refaire les phases. Puis c'est important tu sais, exemple, si est scoré là, ben, prends action maintenant. Tu sais, surtout si c'est un hydrocarbure. Prends pas action dans 7, 8, 9 ans. Même si les subventions, ils te laissent un délai de 5 ans pour le faire. Tu sais, prends action maintenant, puis vas-y tout de suite parce en attendant une couple d'années, on se tire dans le pied. Tu sais, je pense que quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que dans tout ce qui est 7 logements et plus, la SCHL va exiger un rapport phase 1. Puis la phase 1 va devoir être concluante, sans quoi on va devoir passer à phase 2, etc. Donc, pour tous les dossiers de 7 logements et plus, c'est exigé à la base. Donc, quand on achète, là, on en a besoin pour le financement. Tu sais, j'ai quelques clients qui m'ont contacté justement. Ils ont des refinancements SCHL qui s'en viennent dans 1 an, 2 ans, whatever. Mais là, leur terrain, il est comme scoré. Mais là, ils disent, hey, faut que je remette un dossier clé dans les SCHL pour aller rechercher mon financement. Fait que là, il y en a qui sont en train de réaliser que, mais si je ne vais pas chercher mon dossier clé, je ne retiendrai pas mon refinancement SCHL. Ça aussi, là, c'est un ordre de la guerre, là, c'est que le financement, là, il est impliqué là-dedans. Là. Puis là, si tu es bloqué dans ton financement SCHL, peut-être que ta croissance va être arrêtée au niveau de ton développement immobilier, de ta compagnie immobilière. Peut-être que tu n'auras pas les liquidités, peut-être que tu vas être obligé de remettre les meubles sur le marché et leur vendre. Ça va être un problème au moment de la revente aussi, exact. Parce que tu sais qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Exact. Tu dois le divulguer. L'acheteur va avoir besoin d'un rapport clean aussi pour aller de l'avant avec son financement. Fait que c'est une roue qui tourne. Là. Puis en plus, ben là, tu vas avoir le rabais environnemental qui va rentrer en ligne de compte, puis probablement que tu vas perdre des billes. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai la mentalité du cours d'eau, OK? Je suis un gars d'hydrogéologie, c'est que on va essayer de trouver la solution en amont pour quand on va arriver en aval, en bas, on va tout rentrer dans le time, OK? Fait que si toi, tu as un problème sur ton cours d'eau en amont, en haut, puis toi, tu es là,
ben, la problématique va toujours te suivre au fur et à mesure. Je pense que ça nous amène, tu nous as un petit peu amené vers là, mais quels sont les avantages, dans le fond, d'investir dans un terrain contaminé? Parce qu'on sait, à la base, là, ça fait peur un peu aux gens. Les gens fuient ça comme la peste, mais en même temps, je pense qu'il peut y avoir des avantages. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Puis moi, je pense que pour les prochaines années, c'est là que ça va se passer. La problématique, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup de terrain. Ben, on n'a plus beaucoup de terrain propre. Fait que la loi de l'offre et la demande, ça fait que les valeurs augmentent puis l'offre diminue. Tandis que le terrain contaminé, le nombre de terrains contaminés augmente tout le temps. Parce que, exemple, quand toi, tu es scoré, OK, ton terrain, mais le terrain voisin, qui est, mettons, il n'est pas nécessairement scoré, théoriquement, c'est une question de temps avec soit scoré, OK? Fait que le nombre de terrains contaminés augmente, mais la valeur diminue parce qu'il y a il y a pratiquement 0 personne qui veut gérer ça. Fait que c'est comme dans la bourse, mais quand tout le monde y arrache à vendre, mais toi, il faut te jeter. Fait que moi, je pense que pour les 30-40 prochaines années, le passif environnemental de juste les terrains fédéraux frôle les 7 à 8 milliards. Ça, c'est juste les terrains fédéraux. Tu as les terrains, mettons, du gouvernement québécois, encore plusieurs milliards. Puis les terrains résidentiels, encore plusieurs milliards. Fait que moi j'estime à l'ordre de 30 à 40 milliards le passif environnemental juste au Canada. Juste au Canada, là, 1 milliard. Là. Fait que, puis plus qu'on attend, plus que ce passif environnemental-là s'étire. Puis ça, c'est à part les excavations de sol contaminés qui sont envoyées dans les champs agricoles. Il y a plein de magouilles dans cette industrie-là. Puis bref, c'est que c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nos générations futures. Puis la petite madame qui fait pousser ses légumes à Montréal, l'île de Montréal est contaminée. Ben, l'eau qui vient, l'eau est théoriquement contaminée. Fait qu'après ça, elle mange des légumes qui ont poussé avec soit des métaux, soit des BPC, soit des hydrocarbures. Comme à Shannon, on a le trichloroéthylène. Bref, en tout cas, c'est assez élevé, par exemple. Fait que grosso modo, il y a énormément de terrains contaminés. Non seulement ça nous aide au niveau environnemental de faire ces décontaminations-là, mais au niveau d'un investisseur, il y a des belles occasions à avoir parce qu'on arrive à avoir un certain rabais à l'achat, considérant les courbes d'offres et de demande, comme on disait. Puis, il y a un potentiel de valorisation qui est extrême sur ces terrains-là aussi. Bon, tu sais, exemple, mettons un terrain. Je me promène sur l'ornière, des terrains avec des puisards, des puits d'exploration, OK? Ils sont là, il y a des blocs à côté, une petite maison, des blocs à côté partout. Puis là, tu t'en vas acheter un terrain qui est clean, tu vas le payer une tu vas le payer une fortune, OK? Puis tu pourrais regarder ce terrain-là, tu dis, ouais, il est contaminé à quoi, blablabla, bon, c'est bon. Puis t'as le rabais parce que personne ne veut. Puis en plus de ça, ben, on va en parler un petit peu plus loin. Il y a des programmes, des beaux programmes de subvention qui permettent justement d'aller pouvoir. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition des investisseurs puis qui sont peu connus puis qu'on peut utiliser. Fait que parle-nous-en un petit peu. Exact. Nous, ben moi, sur mes dossiers, exemple, avant de faire quoi que ce soit, je prends l'adresse et je le rentre dans le répertoire des terrains contaminés. Okay? Ça, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, personne n'utilise ça, personne ne comprend ça. Puis comme on a eu une petite réunion avec la ville dernièrement, puis des techniciens qui ne connaissaient même pas ça, c'est que, tu sais, je veux dire... C'est des techniciens en environnement à la ville qu'on nommera pas le nom malheureusement, puis ils connaissent même pas ça. Même des gens à l'urbanisme dans les municipalités, plusieurs dossiers qu'on a faits, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait des subventions pour ça. Bref, en tout cas, c'est juste pour dire que sur le répertoire, exemple, aussitôt que tu fais une phase 2, t'es scoré sur le répertoire, OK? Fait que ça, c'est tout des pocket listings, là. Toute la gang pocket listing. Fait que tu peux choisir ta municipalité, tu peux choisir ton contaminant, tu peux choisir plein de paramètres. Puis en plus, on a une carte interactive à cette heure depuis peut-être un an et demi. On les voit toutes sur des points. Puis là, exemple, tu as le terrain qui est contaminé, tu peux aller voir la fiche avec la teneur de contamination, le type de contaminant, puis tu fais une due diligence environnementale, ce que personne ne fait. Exemple, toi, tu cibles un terrain ici, OK? Puis en arrière, il y a une station-service avec l'hydrocarbure. Ici, tu as un cours d'eau, le sens d'écoulement d'eau s'en va par là. Ben, la probabilité que toi, ton terrain score
que tu veux potentiellement acheter, c'est ça. Mais là, la contamination, c'est la source, c'est à côté, c'est pas le tien. Fait que oui, toi, tu la jettes, tu le fais réhabiliter, mais dans 4-5 ans, tu veux le revendre, tu retombes encore phase 1, phase 2, peut-être que la contamination est revenue. Fait que tu sais, faut avoir une vision macro de ces outils-là, de comment ça se passe. Puis il y a des subventions qui sont possibles exact. aussi, puis chose que pas beaucoup de gens vont chercher non plus. Là. Non. Tu sais, exemple, tu as 5 millions par municipalité qui dort. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5. Ça, c'est des subventions possibles. Ça, c'est des subventions possibles. Puis à Montréal, il y en a encore plus, c'est ça? Puis, ouais, dans le fond, tu as le programme, c'est pour les municipalités. Puis Montréal, ils ont leur propre programme. Montréal, là, en 2018-2019, tu avais une enveloppe de 75 millions qui dormait. Puis ça, ces enveloppes-là sont pleines. Pleines. Je vous le dis, l'île de Montréal est contaminée à grandeur. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de cash flow. Puis là, les programmes, mettons, tu avais volet 1, là, on est rendu à volet 2. Mais les enveloppes, ils les ont remplies tout le temps parce que... La subvention elle a une date d'expiration tout le exact. temps, puis il repousse cette date-là à chaque année parce que personne ne prend l'argent qui dort dans ces coffres-là. Personne passe à l'action. Tout le monde a peur alors que le monde devrait arrêter d'avoir peur. Puis ces subventions-là, ils vont jusqu'à 75 des coûts, je crois. Tout dépendant. Entre 75 et 90, tout dépendant. Certains cas, 90. Certains cas, 90. Mais, exemple, pour les scorer, ces programmes-là, ça prend des dossiers qui sont dans une densité de population, OK? Que tu vas faire de la masse. Tu n'iras pas, exemple, un terrain à Chibougamau, un 6 logements, ou ce que ça... Bref, OK? Puis ça prend des contaminants aussi qui sont mobiles et toxiques, OK? Donc, ça le dit dans le mot mobile toxique, ça veut dire que le passif environnemental, il augmente. Fait que si tu prends pas action là, ben on va se tirer tout dans le pied ensemble. Puis moi, je considère que la planète, si on veut sauver la planète, ça va passer par les investisseurs immobiliers parce que c'est nous qui prenons en charge les terrains, c'est nous qui prenons les risques. Donc, on prend le risque, on a le rabais plus la subvention. On valorise nos terrains, exact, on crée de la valeur. On crée de la valeur. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'optimisation de logements. Tu sais, exemple, les logements sont pas marché. Un terrain contaminé, c'est la même affaire, là. Le terrain contaminé, il n'est pas au prix du marché parce qu'il y a une problématique, là. Fait qu'on est aussi bien d'aller le valoriser, de le remettre en valeur économique, puis de prendre ce gain en capital-là. Puis après ça, en repasser à l'action avec un autre immeuble, avec un autre immeuble, avec un autre dossier. Fait que je pense que la mine d'or pour les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années. Puis un coup, tu as compris la logistique ici, ben tu l'attaques à la planète. Là. Parce que la planète, les sols, c'est la même affaire, les contaminants, c'est la même affaire, les bassins versants, tu sais, je veux dire. Puis ces fameuses subventions-là, le programme s'appelle comment? Programme Climat-Sol. Puis là, on est rendu à volet 2. OK. Donc, Climat-Sol, on peut aller en ligne. Climat-Sol, le formulaire, je pense, qui est là, il est accessible à tout le monde. Ouais, exact. On a, tu sais, exemple, mettons. C'est tous des outils qui sont mis à disposition de tout le monde. Que personne n'utilise. Personne n'utilise. Exemple, mettons. Toi, OK, tu as un terrain contaminé, OK, bon, ben c'est un chiffrier interactif que tu peux rentrer tes datas. Même si tu ne comptes pas nécessairement la subvention, mais c'est bon, moi je le remplis, là, tu sais, je remplis ça pour mes propres dossiers, là. Je le remplis, puis ça me donne une estimation des coûts avant taxe, après taxe, avec les paramètres que je vais rentrer, puis pas mal toutes les mises en situation sont là. Là, bang, ça me donne un chiffre, là, on the spot, pour dire, hey, écoute, mettons, ça va me coûter 500 000 la décontamination avec toutes les datas que j'ai. Parce qu'on a des datas avec les études de phase 3, les types de sol, comme je disais. Fait qu'on est capable de les rentrer dans le chiffrier. Mais tu sais, tu te mets un petit buffer. Tu te mets un buffer X pareil tout le temps. On se met toujours des buffers pour dire, regarde, tu sais, on se met une sécurité. Mais tu sais, au moins, tu sais de où tu pars. Puis t'es pas dans le néant, t'es pas désorienté. Tu comprends? Es-tu capable de nous donner un exemple de contamination dans laquelle tu es impliqué, puis comment ça s'est passé? Moi, dans le fond, en 2013, lac mégantic, OK? C'est le 13 juillet. Au soir, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le train est parti du nord, et en tout cas, les breaks n'étaient pas mis, OK? Puis, quand on arrive à lac mégantic, la traque de chemin de fer, elle fait comme une courbe, OK? Puis la locomotive, puis les deux derniers wagons, eux autres, ils ont passé fuite, puis il y en a un qui a fait un jackknife, il est comme parti de travers, puis les autres, ils ont tous rentré dedans, OK? Puis ça a fait une grosse explosion, puis on a un gros déversement d'hydrocarbures, OK? Puis, donc, voyez-vous... Toi, tu as travaillé là-dessus? Ouais, on a géré des wagons au complet, on a réhabilité ça, puis ce qui nous a sauvé en parenthèse,
c'est que 2 mètres en dessous, on avait de l'argile à grandeur. Okay? L'argile, c'est un matériau qui est imperméable. Donc, on a creusé 15 000 voyages, on a sorti 15 000 voyages de stock. On a fait des pads, on est allé les porter sur des pads, on a fait des traitements par biopile qu'on appelle. Puis on a revalorisé ça, ces sols-là, tout ça. Mais bref, c'est juste pour vous dire que des gros événements, des gros déversements comme ça, puis juste le fait de comprendre que ton hydrocarbure, sa masse volumique est plus légère que l'eau, il flotte sur l'eau. Tu sais, comme exemple là, des déversements de plateformes de forage, comme on parle, tu sais, dans l'océan. Quand BP, il y avait British Petroleum avait pété, OK? Ce qui s'était passé là-bas, là, c'est que ça fait une marée noire parce que, ça flotte sur l'eau. Ouais. Fait que, dis-toi, là, ton puits, là, il est dans le fond de l'eau, puis ton pétrole, tu vas le chercher à 2-3 km dans la terre. Mais ce qui s'était passé là-bas, c'est que la pression de pétrole était tellement forte qu'ils n'étaient plus capables de faire l'obturation du puits. Fait qu'ils ont été obligés de faire un autre puits à côté pour aller pomper le pétrole, pour rabattre la pression, puis après ça, l'obturer. Mais le temps de tout faire ça, de t'en virer, c'est peut-être 2-3 semaines. Fait que là, on a une masse noir, pétrole noir, puis avec le sens des vagues, ça s'en vient tout sur la côte. Sur la côte, OK? Puis juste, tu sais, petite affaire, là, mais le meilleur moyen de traiter, dans le fond, de gérer ça, là, c'est tu arrives sur la plage, tu spots la vague la plus haute, puis tu pousses le sable là. Ben, tu te sers de l'eau qui va séparer le sol puis l'hydrocarbure avec la masse volumique. Fait qu'après ça, tu prends des estacades puis tu pompes. Fait que tu te sers de la nature pour gérer la contamination. Wow! Puis là, vous autres, là, en ce moment, là, en quoi que vous pouvez être utile aux investisseurs? Parce que je pense que ça en reste à ça. On dit que les investisseurs ont peu de connaissances par rapport à la contamination. Souvent, on veut tirer avantage de ça. On veut avoir un rabais à l'achat parce qu'on sait qu'il y a un problème environnemental avec le terrain. En quoi, vous autres, vous pouvez aider ces investisseurs-là à en tirer le meilleur puis à s'assurer que tout se passe bien? Puis je vais te laisser. Ouais, c'est ça. Vas-y, gars. Dans le fond, nous, on a ouvert un bureau de consultation en environnement, justement, pour aider les investisseurs immobiliers à comprendre leur rapport, à comprendre comment aller chercher le rabais, finalement, à l'achat, comment remplir les programmes de subvention. Fait que c'est vraiment un service clé en main pour les investisseurs immobiliers. C'est surtout exemple, de la firme d'ingénierie qui a fait les consultations, whatever, les phases 1, 2, 3. Puis tu as l'investisseur immobilier qui est là, okay? Qui est chez eux, qui capote. Mais entre les deux, tu as une vallée de connaissances, tu as un mont Everest de connaissances, OK? Puis cet investisseur-là, il est laissé à lui-même. Fait que nous, on faisait ça sur nos propres dossiers. Fait que là, j'ai déjà quelques dossiers de pris en charge. Justement, tu sais, l'investisseur immobilier, je l'oriente, je le guide là-dedans, je le rassure, je dis, regarde, parce que les firmes ne prendraient pas le temps de dire pourquoi. Mais en tant qu'investisseur immobilier, je pense que c'est bon de te faire expliquer pourquoi, parce que tu chemines à travers ces dossiers-là, puis tu apprends en le faisant. Mais tu apprends avec une gestion de risque puis une orientation. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y en est du terrain. Mais là, je pense que ce qui est important de savoir, justement, comme tu as mentionné tantôt, c'est le comment du pourquoi. Si ce terrain-là, il y a un risque de contamination ou qui est contaminé, c'est de savoir il est pourquoi, dû à quoi, puis est-ce que la cause est traitée, elle? Est-ce que la cause, elle a été prise en charge? Puis, tu sais, le fait de le prendre en charge, puis d'amener l'investisseur, puis de lui faire un dossier de recommandation, une explication du pourquoi. Mais après ça, il va être plus sécurisé pour le prochain dossier, et puis le prochain dossier, puis le prochain dossier. À un moment donné, ça fait 25 que tu fais. Tu sais, à un moment donné, tu sais où que tu t'en vas, puis tu cibles les pourquoi, tu es capable de lire un peu un rapport de contamination, comprendre un peu les logs de forage, tu sais, tous ces éléments-là. Mais le jargon, tu finis par le comprendre. Parce que dans le fond, c'est comme tu veux pas y aller parce que tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas la connaissance, fait que tu as peur, tu as un blocage. Mais à force d'en faire, au moins, maintenant, il y a quelqu'un qui va t'orienter, qui va te guider là-dedans. Puis je pense qu'on est, pour le bien de tout le monde, pour le bien de nos enfants, pour le bien de la planète, on est aussi bien de passer à l'action maintenant parce que, comme je vous dis depuis tantôt, le passif environnemental, il s'étire. Puis si on attend encore 10, 15, 20 ans, exemple, là, on a regardé un dossier, là, une ancienne station-service hydrocarbures plus gras extrait. Depuis 2011 qui est scoré dans le dossier. Depuis 2011, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui a passé à l'action.
ben, tout ce qui se passe, ben, l'hydrocarbure, ben, il va prendre de l'expansion. L'autre bord, tu as un autre. Parce que dans le fond, tu peux avoir le milieu récepteur, que ce soit l'eau ou le sol. OK? Fait que l'autre bord, tu as le terrain eau puis sol qui est contaminé. Puis l'autre bord, tu as un terrain qui est là. Mais tu sais, tous les terrains qui sont autour, là, eux autres, là, ça s'en vient chez eux automatiquement. Là, il va falloir qu'ils fassent phase 1, phase 2. Mais le monde, ils sont même pas conscients de ça. Ils sont même pas conscients parce que c'est pas visuel. Quand c'est pas visuel, tu te casses pas le bicycle, tu le vois pas. Mais on le voit. Je pense que ce qui est intéressant sur les données qu'on a accès, c'est que oui, on voit c'était contaminé à quoi, ça a été fait de quelle date, mais on voit si ça a été réhabilité ou pas. Ouais, ça, c'est une information qui est hyper importante. Exact. C'est des... Comment je voudrais bien ça? C'est des passes à la palette, là, pour Johnny joue au hockey. C'est des passes à la palette, puis il reste juste à scorer le but. C'est carrément ça. Tu as le critère de contamination A, B, C, D. Après ça, tu as le type de contaminant. Puis quand tu as les rapports de forage, ben tu as l'exemple, mettons, ça marche A, B, C. Mettons, exemple, je vais donner un exemple, mettons, avec le cuivre. Mettons, le critère A, c'est 100. Mettons, le critère B, c'est 150. Le critère C, c'est 300. Exemple pour le cuivre. Okay? Au niveau du ministère. Exemple, toi, mettons, tu scores 200. Tu es un BC, mais tu es un BC faible. Tu sais, t'es pas un. Tu sais, fait que BC, il y a un degré de BC, il y a un degré de AB. Tu sais, je veux dire, oui, mettons, tu as scoré 350, mais c'est pas 600, fait que t'es pas loin du C. Si c'est 600, tu sais, c'est tous des paramètres, c'est tous des chiffres, c'est tout du data que tu es capable de qu'on est capable de synthétiser, qu'on est capable d'avoir la vision macro, qu'on est capable de gérer les risques. Là. Donc, il faut arrêter de se bloquer à ces dossiers-là, puis il faut les prendre en charge maintenant. Puis vous autres, la personne qui se sent laissée à elle-même là-dedans, qui sait qu'il y a une réhabilitation à faire sur un de ses terrains, peut vous contacter, puis prendre vos services justement pour aider à comprendre sa situation, pour savoir qu'est-ce qui est mieux de faire aussi. Parce que dans certains cas, je suis sûre que pour certaines personnes, ça va quasiment être mieux de vendre cet actif-là avec une diminution de prix de vente juste pour ne pas avoir cette charge-là. Mais là, vous autres, vous allez les aider à rentabiliser cet investissement. Exact. La personne qui a acheté le dossier il y a quelques années, puis là, exemple, il le revendrait, mettons, il y aurait un rabais de 600 000, 700 000, 1 million. Mais mettons, ça lui coûte 200 000, 300 000, il va chercher la subvention. Mais au final, ça lui coûte 100 000 décontaminé, puis il remet son dossier en valeur économique d'1,5. Puis après ça, il optimise le dessus. Ce que je comprends, c'est que la personne peut faire appel à vous dans un dossier d'achat, dans un dossier d'un actif qu'elle possède déjà, mais aussi dans le cas qu'ils veulent vendre un actif. OK, pour redonner la valeur à leur actif avant de le vendre. Exact. Fait que, mettons, il prend le dossier en charge, puis que ce soit des terrains, que ce soit des 6 logements, des 8 logements, des 12 logements, qui sont déjà montés, puis même si la contamination est prise sous le bâtiment, OK? On peut faire des traitements in situ sur place. Là. On injecte des bactéries selon le dossier. Puis c'est pour ça que quand on a des refinancements SCHL, OK, vous savez, vos timings, ben c'est bon de se prendre un certain temps d'avance pour justement si on a de la contamination. Parce que ces traitements-là, ça prend plus de temps, hein? C'est sur le long terme. Exact. Des traitements avec des bactéries, puis surtout que là, si tu es contaminé à C, ben ça va être plus long que si tu es contaminé à BC. On peut parler de combien de temps environ? Ça dépend. Ça dépend de chaque dossier, ça dépend du type de sol, ça dépend ça dépend tellement. Mais ça peut prendre des années, là. Des fois, ça peut prendre 6 mois, des fois, ça peut prendre 1 an, des fois, ça peut prendre 3 mois. Tu sais, regarde, on prend la cimenterie en bas, là, l'ancienne cimenterie sur le bord du Bourg-Saint-Anne. Okay? Bon, ben, ce terrain-là, il était contaminé. Ils l'ont acheté et ils ont fait des biopiles sur place, puis ils ont revalorisé tout ça. Puis il y a un autre terrain aussi, ici, sur Beau-Royal. À côté, tu as un champ agricole. À côté, tu as l'ancien métro excavation. OK, le terrain. Mais lui, il est contaminé. Il y en a un qui l'a acheté. Bref, il a commencé le dossier. Mais tu fais pousser, OK? Tu fais pousser du grain, du whatever. À côté, tu as un terrain contaminé. Puis on le laisse là. Puis là, bang, ils prennent le dossier en charge. Mais là, ils ont des problématiques fiscales avec ce dossier-là. Mais bref. Puis là, on laisse ça là, le ministère laisse ça là, c'est complètement aberrant. Là. Si on veut sauver la planète, on peut faire un tramway pour sauver la planète, mais on n'est même pas capable de régler les dossiers. Puis comme on disait tantôt, t'appelles aux municipalités, ils sont même pas au courant qu'ils ont des programmes de subvention, parce que la façon que ça fonctionne, c'est que, exemple, toi, le consultant de la firme d'ingénierie va remplir le document, OK?
Ils vont l'envoyer au ministère de l'Environnement, puis le ministère de l'Environnement va accepter ou refuser le dossier selon les critères qui sont établis eux autres, OK? Fait que, tu sais, oui, des fois, c'est plate, on n'est pas capable d'aller chercher tout le temps les subventions, mais bref, quand on peut, puis même si on n'est pas capable, tu sais, ça fait 6-7 dossiers que tu fais avec des subventions. Ben, t'es été chercher, je sais pas moi, 2-3 millions en subvention, ben, ce 2-3 millions-là, tu l'as mis dans tes poches, puis t'es capable d'aller. Fait que t'es capable après ça de monter des dossiers, peut-être que tu vas payer 700-800 000, mais le 700-800 000, t'as été cherché. Fait que tu sais, t'es aussi bien de reprendre cet argent-là, de la revaloriser, au lieu de la laisser dormir, ou tu sais, je veux dire. Prendre l'argent des subventions pour la réinvestir dans le terrain contre. La réinjecter dans tes dossiers. Bon, ben, merci pour toutes ces connaissances. Je pense que c'est hyper pertinent, puis qu'il y a assurément beaucoup de gens qui vont peut-être voir ça d'un œil différent. Ils vont peut-être avoir un petit peu moins peur d'investir dans ce volet-là. Puis je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on peut être accompagné là-dedans aussi, ça donne une bonne chance. Exact. Donc, merci beaucoup. Puis au plaisir de faire une partie 2 éventuellement pour aller pousser les choses un peu plus loin. On est là pour... on est tous ensemble, les investisseurs immobiliers, le sauvetage de la planète va passer par nous autres. Donc, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.